Donc bonjour à tous. La Société française d'isotopes organise 2 après-midi scientifiques, une en province, à chaque fois que j'emploie le terme province, on se moque de moi, et une en Île-de-France. Le printemps en province, à l'automne en région parisienne. Depuis de nombreuses années, les après-midi scientifiques ont lieu dans le bâtiment de géologie, la salle de géologie du muséum. Et depuis cette année, on a vraiment essayé que les AMS soient rediffusées, enfin soient transmises en live pour permettre aux gens qui ne pourraient pas venir et couper toute la France d'assister à ces conférences. On n'a pas encore les moyens techniques pour capter, comme on dit nous-mêmes, et transmettre. Et donc, on remercie l'IPG de nous accueillir pour pouvoir utiliser les moyens techniques pour pouvoir retransmettre aujourd'hui cette AMS, qui n'est pas une après-midi scientifique, vous l'avez noté, mais qui est une matinée. Je vais profiter pour vous rappeler un point légal, c'est que vous êtes filmé. Donc, si vous ne voulez pas être filmé, il ne faut pas poser de questions tout à l'heure. Hein ? Les questions seront posées via le micro, mais pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent être posés de plusieurs manières. Si vous avez un compte YouTube Live, vous pouvez poser vos questions en direct directement sur le compte de l'IPG. Les membres de la SFIS peuvent les poser via le chat, et ceux qui ne sont ni membres peuvent adhérer néanmoins, mais peuvent aussi m'envoyer un mail, j'essaierai de les consulter pour avoir un maximum de questions. Je tiens à vous remercier d'être présents physiquement, mais aussi, encore une fois, par Internet. Je voudrais remercier les orateurs qui ont accepté immédiatement de donner un exposé. Je pense qu'on a un très beau programme avec des orateurs que je qualifierais volontiers de débordés et prestigieux et renommés. Je vais commencer par vous présenter Sylvain Bernard, qui donne le premier exposé et qui a défini le thème de cette matinée scientifique, paléo, environnement et isotopes, parce que c'est l'occasion de lui remettre le 4e prix de la SFIS pour le meilleur article publié l'année N-1, c'est-à-dire en 2017. Donc on a eu une trentaine d'articles à discuter. Une quinzaine ont été proposés par les sympathisants et les membres de la SFIS, et l'autre quinzaine a été sélectionnée par les membres du conseil d'administration. On a discuté et on a élu à l'unanimité donc ton article, dont j'ai le titre marqué ici, là, Burial Induced Oxygen, c'est pas en français évidemment, qui est indiqué par ici. C'est un article volontiers polémique, hein. On en était conscient, on a trouvé qu'il avait le mérite de mettre les pieds dans le plat. Il ne répondait pas à toutes les questions qu'on se posait. C'est pour ça que quand je t'ai envoyé le mail, je t'ai dit nous apprécierions si tu pouvais présenter tes travaux en incluant tout ce qui nous manquait, mais on est vraiment content. Donc le 4e prix de la SFIS est remis donc à Sylvain Bernard pour ce travail. C'est un prix qui est doté de 1 000 €. Hein. Tu feras ce que tu veux de ce chèque, qui n'est pas joint à ce diplôme, puisque comme tu le sais, le trésorier est malade et s'est fait excuser au dernier moment. Donc je te félicite. Merci. Je vais te laisser la parole. Les exposés sont typiquement de 40 à 45 minutes et on garde globalement 10 à 15 minutes pour les questions. Donc j'attends du public une discussion vive et franche. Je te laisse la parole, je te remercie encore une fois. Edgar, asseyez-vous. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup à la SFIS pour ce prix. Je suis très content. Je suis très honoré, surtout que je ne suis pas tant que ça un isotopiste, voire pas vraiment. Mais je suis très content que cet article ait reçu ce prix. C'est une très bonne nouvelle, on est vraiment très fiers. Et je dis on parce que, évidemment, un article scientifique, on ne le fait plus tout seul. Et donc ça, c'est l'équipe. Donc il y a Damien Daval et Philippe Acquin du l'IGS à Strasbourg. Il y a Sylvain Pont du labo, de l'IMPMC. Et puis il y a Anders Mebohm qui est maintenant à l'EPFL. Et c'est vraiment un travail qu'on a fait à 5 et dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, on va parler aujourd'hui de paléoclimat, on va parler aujourd'hui de paléotempérature de l'océan. Et donc j'aurais pu faire une introduction finalement assez facile en parlant du réchauffement climatique que plus personne ne nie, en parlant de la marche pour le climat par exemple prévue samedi. Mais j'ai préféré faire autrement
et ça marche pas. Et vous montrer ces individus. Donc ça, c'est mon introduction. Ces individus qu'on voit, qui ont l'air très contents, en fait, s'amusent vraiment avec le système climatique. Et pas seulement parce que ils ont un look de trader, banquier d'affaires, bon, passons, mais surtout, et on le voit très bien sur cette photo, parce qu'ils jouent dans l'océan. Ils s'amusent dans l'océan, et l'océan, c'est un acteur principal, une des boîtes principales du système climatique sur Terre. L'océan, en masse, c'est 95% du système climatique. Et on a d'autres acteurs dans le système climatique, on a l'atmosphère, on a les forêts, on a plein de choses, mais l'océan, ça a vraiment un rôle majeur, et c'est un rôle majeur aussi dans la redistribution de la chaleur reçue par le soleil. Et cette redistribution, elle a lieu par des courants, ce qu'on appelle la circulation thermohaline. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, mais on a des courants chauds, on a des courants froids, on redistribue la chaleur reçue principalement à l'équateur. Et puis on échange avec l'atmosphère. L'océan a ce rôle-là, et c'est un rôle fondamental dans le contrôle du climat, dans son inertie, dans tout un tas de choses. Et l'idée, c'est que malgré cette circulation, malgré le fait que l'océan soit en mouvement, on a quand même une structuration thermique en température qui est très claire. Vous avez ici les températures de surface de l'océan à l'heure actuelle. Donc l'échelle ici, c'est de moins 2 degrés à 35 degrés. Et on voit que l'océan, à l'équateur, est beaucoup plus chaud en surface qu'aux hautes latitudes. On passe de 30, à peu près 25-30 degrés, à des températures qui avoisinent les zéros, voire même qui sont un peu négatives dans les hautes latitudes. Donc l'océan est très structuré thermiquement, non seulement en surface, mais aussi en profondeur. Donc ici, vous avez un diagramme qui montre les températures de l'océan. Ici, c'est la profondeur en mètres. Et ici, c'est la latitude, donc l'équateur est au milieu. Le pôle Nord est ici, le pôle Sud est par là. Et on voit ce qu'on voyait tout à l'heure en surface, c'est-à-dire une température de l'océan de l'ordre de 25 à 30 degrés à l'équateur, qui diminue quand on augmente la latitude, jusqu'à des températures proches de zéro, voire négatives. Et puis, en profondeur, on a aussi un gradient thermique qui fait qu'au fond de l'océan, ça c'est l'océan Atlantique, au fond de l'océan, on a des températures qui sont très basses, qui avoisinent les 2-3 degrés, alors qu'en surface, je vous le disais, on est plutôt à 25-30 au niveau de l'équateur. Alors, ça, c'est la structuration actuelle de l'océan. Et je vous le disais, l'océan joue un rôle majeur dans la régulation du climat à l'heure actuelle. Et donc, l'idée, c'est que si on veut comprendre comment l'océan va se comporter dans ce contexte où le climat change, il faut qu'on comprenne aussi comment l'océan s'est comporté dans le passé et comment il a réagi aux changements climatiques qui ont eu lieu ces dernières années. Et donc, on a besoin de connaître la structuration thermique, on a besoin de connaître les températures de l'océan du passé, donc les paléotempératures de l'océan. Alors pour ça, on a besoin de proxys, on ne peut pas les mesurer directement, évidemment. Et un des proxys les plus utilisés, et ce depuis les années 50, c'est la composition isotopique en oxygène des foraminifères. Les foraminifères, c'est ces animaux-là. Alors ce pas des animaux du tout d'ailleurs, c'est des protistes, donc c'est des eucaryotes, qui vivent dans l'océan et qui ont une coquille qu'on appelle un test de carbonate de calcium, donc de calcite. Et ce test va incorporer, au moment où le foraminifère va grandir, va vivre, va incorporer de l'oxygène 18, qui est présent en quantité assez faible, mais qui est présent quand même dans l'océan. On a à peu près 0,2% des atomes d'oxygène de l'eau, et d'ailleurs d'à peu près partout, à peu près 0,2% des atomes d'oxygène qui sont de l'oxygène 18, et tout le reste étant quasiment des atomes d'oxygène 16. Et donc le foraminifère, quand il va former son test, va incorporer une certaine quantité d'oxygène 18 dans son test, et cette teneur en oxygène 18 va dépendre de la température de l'eau à laquelle le foraminifère vit. Ça, c'est le principe de base de ce thermomètre basé sur le delta O18 des foraminifères. Ce thermomètre, il a été découvert, il a été inventé par ce monsieur, Harold Urey, qui n'est pas n'importe qui. Harold Urey, il a eu le prix Nobel pour la découverte du deutérium notamment. Il a aussi participé, voire piloté les expériences de Miller, donc c'est l'expérience de Miller-Urey, sur les origines de la vie, alors qui sont discutées depuis, mais bon, voilà, c'est pour vous donner le contexte. Harold Urey, c'est pas n'importe qui. Et en 48, il a publié cet article dans Science, qui est assez génial quand on pense à l'époque,
où il s'est rendu compte en mesurant des carbonates de calcium et de l'eau, en mesurant leur composition en oxygène 18, il s'est rendu compte qu'il y avait une petite différence de teneur en oxygène 18 qui était liée à la température, c'est-à-dire qu'en gros, si on changeait la température d'1 degré, eh ben, la teneur en oxygène 18 dans le carbonate de calcium par rapport à celle dans l'eau allait changer de 0,0000007 unités atomiques. Et il s'est rendu compte de ça avec un spectromètre de masse qu'il a construit lui-même, parce que ça n'existait pas à l'époque. Et donc il avait déjà atteint une assez belle précision. Hein. Et donc il s'est dit que finalement ce fractionnement, hein, ce contrôle de la température sur la teneur en oxygène 18, ça rendait possible l'utilisation de cette teneur comme un thermomètre, comme un géothermomètre, of great durability, ça c'est ce qu'il disait. Et en gros, son hypothèse de base, c'était que on pouvait s'en servir parce que finalement, cette teneur en oxygène 18 dans les tests de foraminifères, elle était enfouie dans les sédiments, et puis elle pouvait rester là pendant des centaines de millions d'années, et rester de façon complètement inchangée, donc il ne se passait rien du tout pour cette teneur, et donc on pouvait mesurer en fait des vieux foraminifères et remonter aux températures de l'océan dans lequel ils vivaient. Alors bien sûr, il a fallu calibrer tout ça, et donc il avait un thésard, hein, qui était Samuel Epstein à l'époque, que vous devez tous connaître ici, et ils ont essayé de calibrer ces échelles de température entre le carbonate et l'eau. Et quand on regarde, ces échelles, elles ont été recalibrées, réétudiées par pas mal d'auteurs. Vous avez ici la température en fonction de la différence entre la teneur en oxygène 18 du carbonate et la teneur en oxygène 18 de l'eau. Donc faut faire attention, hein, c'est pas calibré, enfin c'est pas normalisé au même standard ces deux valeurs, mais bon, c'est souvent comme ça que c'est fait. Et donc on voit que ça, c'est toutes les différentes calibrations qui existent, et on voit que celle de Epstein, elle est à peu près au centre, alors qu'elle date des années 50, et que depuis, modulo quelques différences, en fait, on est resté à la même vision. C'est-à-dire qu'en gros, si on connaît le delta O 18 de l'eau, et puis la température, on va connaître le delta O 18 de la calcite, et puis inversement, si on connaît le delta O 18 de l'eau et le delta O 18 de la calcite qui a poussé dans cette eau-là, on va pouvoir remonter à la température. Donc, par exemple, si on a une eau moderne qui a un delta O 18 de 0 pour 1000 par rapport au SMO, et qu'on a un carbonate de calcium qui pousse dans cette eau et qui a un delta O 18 de moins 2 pour 1000 par rapport au PDB, on va pouvoir savoir que ce carbonate pousse dans une eau qui est à 25 degrés. De la même façon, si on a une eau à moins 8 et puis qu'on est à 60 degrés, on va faire pousser un carbonate qui a un delta O 18 de moins 16 pour 1000. Donc ça, c'est le principe de base, et c'est comme ça qu'on arrive à mesurer des températures de l'océan. Alors pourquoi on utilise les foraminifères ? Parce que les foraminifères, c'est super. Les foraminifères, il y en a de toutes sortes. Il y a des planctoniques, donc qui vivent dans la colonne d'eau, qui vivent juste sous la surface de l'eau, hein, en tout cas dans les 100 premiers mètres. Donc ça, c'est des foraminifères planctoniques typiques, c'est des globigérines. Et puis on a aussi des foraminifères benthiques, où là on a énormément d'espèces différentes qui, elles, vont vivre à l'interface aux sédiments, soit sur les talus, soit au fond des océans, et qui vont donc nous échantillonner une autre eau. Et donc à la fin, quand on va récupérer les sédiments, on va avoir des foraminifères planctoniques qui vont nous donner une information sur la température de l'eau en surface, et puis des foraminifères benthiques qui vont nous donner des informations sur la température de l'eau profonde. Et donc il faut les récupérer, ces sédiments, faut les récupérer, ces foraminifères, et donc ça a été en tout cas un des objectifs de toutes ces campagnes qui sont nées dans les années 60, donc les campagnes de forage de carottes océaniques, donc les programmes DSDP, ODP, IODP. L'idée, c'est simple, c'est qu'avec un bateau, on vient là où on veut, carotter le sédiment, et puis voilà, on récupère des carottes, et dans ces carottes, dans chaque centimètre cube de sédiment, on peut retrouver des dizaines de milliers de foraminifères fossilisés, et donc il suffit de mesurer le delta O 18 de ces foraminifères, et on a tout de suite une information sur la température de l'eau dans laquelle ces foraminifères vivaient. Alors ces programmes, ils ont été très, très efficaces, donc depuis la fin des années 60 à peu près. Il y a eu 2 bateaux, il y avait le Glomar Challenger, c'est ça, et puis maintenant c'est le Joydes Resolution. Et ça, c'est une carte qui est peut-être même pas forcément à jour, mais qui qui montre toutes les campagnes qui ont eu lieu. Et donc ça, c'est toutes les zones du globe qui ont été carottées. Et toutes ces carottes sont disponibles, soit en Allemagne, soit au Texas, soit au Japon. Et on peut d'ailleurs les étudier, et c'est ce qui a été fait par beaucoup d'auteurs. Et ça a permis de commencer à discuter
dès la fin des années 60, de la température des océans du passé. Une des premières calibrations qui a été publiée dans la littérature, c'était celle de Savin, en 77, donc il y a déjà quelques temps. Et ce que vous voyez ici, c'est le delta O18 en fonction de l'âge des foraminifères étudiés. Et puis il y a 4 courbes différentes. Il y a les foraminifères planctoniques ici de basse latitude, donc des zones tropicales, les foraminifères benthiques de ces mêmes zones, et puis les foraminifères planctoniques et benthiques des zones de haute latitude, donc des zones plus proches des pôles. Et ce qu'on voit, on peut relier directement le delta O18 à une température, d'accord ? Et on voit que ce qu'indiquent les foraminifères planctoniques, c'est que la température des eaux de surface au niveau des tropiques a quasiment pas bougé sur 50 millions d'années. On est resté à des températures de l'ordre de 20 degrés, alors que les foraminifères benthiques indiquent que, bien que la température à l'heure actuelle soit proche de zéro, il y a une cinquantaine de millions d'années, on était plutôt à des températures de l'ordre de 15 degrés. Ça, c'est ce qu'indiquent les foraminifères qui avaient été mesurés à cette époque-là. Et puis, pour les hautes latitudes, finalement, les foraminifères benthiques indiquent à peu près la même chose. Donc un océan qui est froid à l'heure actuelle en profondeur, mais qui était beaucoup plus chaud il y a 50 millions d'années. Et puis l'océan de surface, qui à l'heure actuelle est aussi froid, c'est ce que je vous disais, qui, lui, était aussi beaucoup plus chaud il y a 50 millions d'années, et qui faisait à peu près une vingtaine de degrés en surface, donc aux hautes latitudes. Donc ça, c'est les premières calibrations, c'est les premières compilations de données qui ont été publiées dans la littérature. Il y en a eu d'autres depuis. Il y a eu notamment celle-là, qui est celle de James Zakos, qui est très utilisée. Ça, c'est un article qui est sorti en 2001 et qui est cité 5000 fois, un peu plus même, et qui nous montre la compilation des données de delta O18, ici, en fonction de l'âge des foraminifères benthiques partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment une compilation qui reprend toutes les données de tous les océans du monde. Et on voit qu'on a, comme en fait ce que montrait Savin déjà, un océan en profondeur qui est plutôt froid à l'heure actuelle. On est plutôt vers 0 degré. Et puis une température qui augmente quand on remonte dans le passé. Et il y a 50-60 millions d'années, on était à des températures de l'ordre de 15 degrés. Alors, cette compilation, elle a évolué. Ça, c'était 2001. Ça, c'est James Zakos toujours, mais c'est 2008. Alors, on voit que depuis, on a échantillonné plus précisément certaines périodes. Et donc là, on trouve des événements qui ont eu lieu, qu'on ne voyait pas en 2001. Alors, bon, il y a aussi ça qui disparaît. Bon, ça, c'est un autre problème. Je ne vais pas forcément rentrer là-dedans, mais voilà, on commence à avoir une assez bonne résolution, on commence à avoir un assez bon signal. Et puis en 2012, il y a Oliver Friedrich qui a sorti une compilation qui reprend les données de la compilation de James Zakos et qui les étend jusqu'au Crétacé et qui nous montre finalement la même chose, c'est-à-dire qu'on a un océan aujourd'hui qui est à 2-3 degrés, un océan profond, ça c'est les foraminifères benthiques, et puis qui était beaucoup plus chaud, qui était même entre 20 et 25 degrés pour l'océan profond, on s'entend bien, il y a une centaine de millions d'années. Donc c'est très chaud, et ça c'est ce qui est admis par à peu près tout le monde en fait, c'est la vision consensuelle de l'évolution de la température des océans profonds. Alors, on peut se poser la question des océans en surface, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, Savin, il a aussi montré des données de l'océan de surface. Alors l'océan de surface, on a beaucoup moins de données que pour l'océan profond. Et puis c'est pas facile, parce que de toute façon, ça varie avec la latitude, la température. Et donc, bon, on ne peut pas faire de compilation si facilement que ça. Là, on en avait une, mais c'était vraiment le début. Ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est quelques données qui ne sont pas discutées non plus, qui sont admises par tout le monde. Et donc, ce que je vous montre ici, c'est par exemple des données pour la période il y a 45 millions d'années. Vous avez ici la température de l'océan de surface en fonction de la latitude. En jaune, c'est la distribution latitudinale des températures à l'heure actuelle, donc avec des océans à 25 degrés au niveau des tropiques, au niveau de l'équateur et des tropiques, et puis un océan qui peut avoir des températures même négatives aux hautes latitudes. Et puis vous avez ici des données qui sont des données de Zakos, James Zakos, encore lui, en 1994, qui nous montre que l'océan de surface, pour ces latitudes, faisait à peu près 5-10 degrés il y a 45 millions d'années, alors que l'océan de surface, il y a 45 millions d'années, pour les tropiques, faisait à peu près la même température qu'à l'heure actuelle. Donc entre 20 et 25 degrés. Et puis si on remonte un peu plus loin dans le temps, on a aussi des données pour ce qui se passait il y a 100 millions d'années. Donc ça, c'est d'autres auteurs. Ça, c'est toujours la distribution latitudinale actuelle des températures. Et puis, il y a 100 millions d'années, en fait, on arrive à une distribution comme ça,
avec des valeurs pour l'océan de surface qui sont de l'ordre de 10-15 degrés pour les hautes latitudes, et puis assez identiques à maintenant pour les basses latitudes. La vision qu'on a donc, quand on voit un océan là qui est entre 10 et 15 degrés aux hautes latitudes, on est à des très hautes latitudes, hein, on est à 70 degrés, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle, on a le Groenland, par exemple, ou l'Antarctique au sud, et il est communément admis qu'en fait, ça ressemblait plutôt à ça il y a 100 millions d'années, c'est-à-dire un marécage limite tropical, et donc pas du tout de glace, et donc pas du tout de climat froid pour ces latitudes-là. Et donc si je résume, en fait, dans le passé, l'océan profond et l'océan de surface pour les hautes latitudes étaient beaucoup plus chauds que maintenant, quand l'océan de surface pour les latitudes plus basses, c'est-à-dire pour les zones tropicales et l'équateur, c'était à peu près aussi chaud que maintenant. Voilà, donc ça, c'est ce qui est admis par à peu près tout le monde. Le problème, c'est qu'en fait, on n'arrive pas du tout à expliquer ces données. C'est-à-dire que les modèles climatiques, même les plus poussés, alors je ne maîtrise pas tous les détails de ces modèles, n'arrivent pas du tout à expliquer ces données. Vous avez ici une carte du monde. Dans ces petites boîtes ici, c'est les valeurs estimées pour l'océan de surface pour la période d'il y a 45 millions d'années. Donc ça, c'est les valeurs directement estimées à partir du delta O18 des foraminifères. Et puis dessous, les couleurs dessous, c'est ce que donnent les modèles les plus proches de la réalité qu'on est, même en mettant comme input, c'est-à-dire comme paramètre d'entrée, ces valeurs-là qu'on a mesurées. Et on voit que, bon, autant on arrive pour les zones tropicales à estimer à peu près la température, reproduire, expliquer la température qu'on mesure avec les foraminifères, autant on a un gros problème pour les hautes latitudes. Et quand on mesure des températures de 17-20 degrés, on n'arrive pas du tout à les expliquer. Et ce qu'on obtient dans les modèles, c'est des températures plutôt proches de zéro, voire négatives. Et donc on ne l'explique pas du tout. Et pour expliquer ces données, il faudrait intégrer dans ces modèles des flux de circulation et de distribution d'énergie thermique qui seraient 3 à 4 fois plus importants qu'à l'heure actuelle. Et donc, en fait, on n'a aucun mécanisme qui nous permet d'expliquer ces données. Et ça, c'est un vrai gros problème. Et donc, soit les modèles sont mauvais, ce qui est possible, mais bon, ça fait des années que ces modèles sont utilisés pour essayer de comprendre comment le climat marche, pour essayer de prévoir un peu ce que va donner le climat en ce moment, en cette période de réchauffement climatique. Et donc, bon, si les modèles sont mauvais, on a un gros problème. Soit, en fait, le problème vient des données. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on s'est dit, finalement, avec notre équipe, c'est que peut-être le problème vient des données. Et quand on regarde les données, si on reprend cette compilation de Savin, ce qui est troublant, malgré tout, c'est que, bon, autant à l'heure actuelle, on a des différences entre les foraminifères benthiques pour les zones tropicales et puis les foraminifères planctoniques pour les zones tropicales. Donc on a un gradient de température en verticale, et puis on a aussi des foraminifères à haute latitude qui indiquent des températures basses, donc on a aussi un gradient de température en latitude. Autant si on remonte dans le passé et qu'on arrive à 50-60 millions d'années, finalement on n'a plus vraiment de gradient. C'est-à-dire qu'on a un océan qui a une température identique à peu près partout. Voilà, c'est ce qu'indiquent les données. Si on regarde la compilation d'Oliver Friedrich, on a la même pente quelque part. On a une pente au cours du temps. Alors on a des structures autour de cette pente, mais bon, l'essentiel du signal, c'est quand même une pente. Et on arrive à une température qui est de l'ordre de 25 degrés. Et cette température, finalement, c'est celle qu'atteignent les foraminifères pendant leur histoire sédimentaire. Ça, c'est un article de Malin Vernon et de Martinez, qui date de 2015, et qui montre ici les différents gradients thermiques dans les sédiments d'à peu près partout sur Terre. Donc vous avez ici la profondeur en fonction de la température. Et ils ont mesuré 200 sites différents à la surface du globe, et puis ils ont montré que le gradient moyen, c'était 50 degrés par kilomètre. Donc ça, c'est le gradient moyen géothermique dans les sédiments. Et si on prend les vraies valeurs des foraminifères qui ont été utilisées pour ces compilations et qu'on les plotte en fonction de leur profondeur, enfin qu'on plotte leur profondeur en fonction de l'âge, on se rend compte qu'en fait, ils sont tous quasiment à 500 mètres de profondeur à peu près. Et si on prend un gradient de 50 degrés par kilomètre, on arrive à 25 degrés, c'est-à-dire exactement la température ici indiquée par les plus vieux foraminifères qu'on ait jamais mesurés. Donc on s'est dit, bon, il y a quand même un truc, et s'il se passait quelque chose pour les foraminifères pendant l'histoire sédimentaire, pendant l'enfouissement dans le sédiment,
et si ce n'était pas là que venait le problème. Alors, on sait très bien qu'il peut y avoir de la recristallisation secondaire, diagénétique, de carbonate, et ça va altérer cet enregistrement isotopique. Là, vous avez une image MEB, l'échelle ici, c'est 20 microns, de foraminifères qui sont non altérés, que les paléoclimatologistes que les paléoclimatologues appellent glaciforams. Et puis, vous avez ici une image d'un foraminifère où il y a eu de la cristallisation secondaire, diagénétique, donc au cours de la diagénèse, et on voit qu'on n'a pas du tout la même surface lisse, hein, ici c'est la même échelle, on a plein de nouveaux cristaux de calcite. Donc ces forams ont été appelés par les paléoclimatologues des frostiforams. Et l'idée, c'est que si cette cristallisation secondaire, elle se fait dès le début de l'histoire sédimentaire, c'est-à-dire à l'interface eau-sédiment, ça ne va pas forcément beaucoup impacter les foraminifères benthiques parce qu'ils vivent dans ces eaux-là à cette température-là. Par contre, si cette cristallisation impacte des foraminifères planctoniques, on va ajouter une calcite avec une toute autre valeur que celle qui a été enregistrée précédemment et originellement par les foraminifères planctoniques. Si maintenant cette cristallisation elle a lieu au cours de l'histoire sédimentaire et plus tard, elle n'impactera pas forcément les foraminifères planctoniques parce qu'on sera à plus haute température, mais elle impactera beaucoup les foraminifères benthiques. Donc cette cristallisation secondaire diagénétique peut vraiment impacter cet enregistrement et donc ce géothermomètre qu'on utilise. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais les paléoclimatologues nous répondent en général qu'ils savent et que c'est pour ça qu'ils utilisent uniquement des glaciforams et que donc la cristallisation secondaire n'est pas un problème. Bon, reste que notre problème est le même, c'est-à-dire qu'on n'explique toujours pas les valeurs qu'on mesure. Et donc on a essayé d'imaginer un autre processus qui pouvait impacter le delta O18 des foraminifères au cours de leur histoire sédimentaire, sans pour autant qu'il y ait de traces visibles de ce processus. Et un des processus qui ne laisse aucune trace, c'est la diffusion à l'état solide. Alors la diffusion à l'état solide, c'est simplement du transport de matériel. C'est des mouvements atomiques qui sont d'autant plus facilités que la température est élevée et que le matériau qu'on considère est en tout cas riche en défauts. Et donc on a des atomes qui bougent. Voilà, le premier qui a vraiment formalisé ça, c'est Adolf Fick, et donc il y a toutes les lois de la diffusion qui sont des lois de Fick. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que la diffusion a lieu quoi qu'il arrive, et donc on a du mouvement atomique quoi qu'il arrive. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est quel serait l'impact de ce processus-là sur les delta O18 des foraminifères. Et donc on a essayé de le mettre en évidence au laboratoire, et pour ça on a fait des manips. Et donc on a fait de la diagénèse expérimentale. Donc typiquement, ce qu'on a pris, c'est des foraminifères planctoniques. On a pris des foraminifères qui n'étaient pas modernes, c'est-à-dire qu'on a pris des submodernes. On a pris des individus submodernes qui ont 10 000 ans à peu près, qui ont déjà commencé à vivre une histoire sédimentaire, et puis on les a mélangés dans de l'eau qui contenait que de l'oxygène 18. L'idée, c'est qu'on voulait s'assurer qu'on allait voir quelque chose. Et puis on a calculé une composition pour cette eau, histoire de limiter au maximum la dissolution et la recristallisation de carbonate à la surface de ces foraminifères. Et puis on les a mis dans des petites capsules en or à 300 degrés, 200 bars, pendant 3 mois. Et puis on a regardé ensuite ce qui devenait. Alors, ça c'est les résultats de cette expérience. Donc vous avez ici des images MEB. L'échelle ici c'est 100 microns des foraminifères avant la manip. Donc on voit qu'ils ont une surface plutôt lisse. C'est des foraminifères qu'on pourrait appeler glacis. Et puis ça c'est la carto nanosims, donc du rapport 18O sur 16O. Dans une paroi de cette calcite. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un rapport qui est relativement homogène, à peu près identique partout, et qui est de l'ordre de 2-10-3, c'est-à-dire on a 0,2% d'oxygène 18 dans notre carbonate, en moyenne. Et donc on a des foraminifères classiques avec des rapports normaux. Et puis ça, c'est après la manip. Et donc ça, c'est des images MEB des spécimens qu'on a sortis de nos capsules. Et on voit bien qu'en fait, ils n'ont subi aucune altération, en tout cas quand on les regarde au MEB, comme font les paléoclimatologues, on ne peut pas vraiment les différencier de ces deux-là. Hein. C'est toujours des glaciforams. Mais quand on mesure le rapport 18O sur 16O à l'intérieur de cette calcite, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a plus du tout la même valeur. Déjà, c'est plus du tout homogène. On voit que c'est très, très hétérogène. Et puis, si vous regardez bien la barre d'échelle, ici, elle n'a rien à voir avec celle-là. Ici, en fait, on a des valeurs qui sont plutôt bleues. Et donc, on a des rapports 18O sur 16O de l'ordre de 0,1 0,2. Et pas 2, 10-3. Hein. Et donc, on a un facteur d'enrichissement qui est entre 500 et 1000 fois. On a entre 500 et 1000 fois plus d'oxygène 18 dans la calcite de ces foraminifères après l'expérience qu'avant l'expérience. Et ça, si on réfléchit, si on calcule, ça veut dire qu'on a remplacé à peu près 15% de notre calcite
initial par du carbonate de calcium pur oxygène 18. Et puis on voit en fait aussi que c'est pas du tout homogène. On n'a pas du tout de l'oxygène 18 partout. On a des zones où on n'en a pas vraiment. On a des zones où on en a beaucoup. Et donc ça veut dire qu'on a échangé, on a fait un échange isotopique de façon hétérogène, pas du tout homogène. Voilà, donc ça c'est le résultat de cette manip. Et ça en fait c'est un résultat qui est très grave. C'est-à-dire qu'en fait, on peut changer le delta O18 des foraminifères après leur mort en faisant de la diffusion. Et ça, sans que ça se voit du tout. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va mesurer un foraminifère, on ne va pas savoir s'il y a eu un échange isotopique ou pas. Et donc, on peut mesurer une température, on peut remonter à une température qui est complètement fausse, en fait, et qui est une température artefactuelle. Alors, évidemment, on a fait des manips à 300 degrés, on a fait des manips pendant 3 mois seulement, dans des capsules en or, dans de l'eau pure 18. Bon, tout ça, c'est critiquable. Et donc, l'idée, c'était, il fallait qu'on essaye de voir quel serait l'impact de ce processus pour les systèmes naturels, c'est-à-dire dans un vrai contexte sédimentaire. Alors, bon, la diffusion, en moyenne, c'est considéré comme quelque chose de très négligeable dans les températures qui nous intéressent, c'est-à-dire à 20-25 degrés. La diffusion, c'est négligeable, la température est trop faible. Alors ça, c'est ce qui est pensé par à peu près tout le monde, hein, c'est vraiment un consensus aussi, sauf que il y a une vingtaine d'années déjà, hein, il y a 20 ans, il y a Susan Stipp qui a montré que en fait, on avait de la diffusion dans les températures, à des températures de pression et à des conditions de pression et température standard, c'est-à-dire à 25 degrés. Et cette diffusion n'était pas du tout négligeable, hein, et elle le dit très clairement. It has always been assumed that diffusion in carbonate minerals is negligible under standard conditions. Et elle dit, there is, however, some evidence to the contrary. Donc, on s'est vraiment posé la question et on a essayé de construire un modèle. Et donc ça, c'est à mon avis le résultat le plus important. On a essayé de construire un modèle pour estimer le delta O18 qu'auraient aujourd'hui des tests fossiles de foraminifères, qu'ils soient benthiques ou planctoniques, et qui auraient grandi au cours des 120 derniers millions d'années en équilibre avec une eau, un océan, qui serait similaire à celui qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait un modèle et on a fait l'hypothèse que la température de l'océan n'avait pas changé du tout. D'accord ? Et la seule chose qui s'est passée pour ces foraminifères, depuis leur mort, c'est qu'il y a eu un rééquilibrage isotopique par diffusion au cours de l'enfouissement et qui est lié simplement à l'augmentation de la température. Alors on a des paramètres importants dans ce modèle et puis je vais y revenir. L'idée c'est quoi ? L'idée c'est que si on a un foraminifère qui grandit par exemple à 5 degrés, d'accord, dans une eau qui est un delta O18 de 0, on va avoir une valeur de 2 pour 1000. Voilà, ça va être sa signature isotopique, ça va être le delta O18 du foraminifère. Si maintenant ce foraminifère, on le met dans un sédiment qui va en profondeur et qui monte à des températures pas forcément très élevées, hein, mais 20 degrés par exemple, eh ben, on ne va plus du tout être en équilibre avec l'eau. Au lieu d'avoir une signature de plus 2, on devrait avoir une signature de l'ordre de moins 2, voire moins 3. Et donc on peut avoir de la diffusion qui va simplement permettre de rééquilibrer la partie externe de notre foraminifère avec l'eau du sédiment. Donc là, ça c'est le principe, hein. Vous avez ici le foraminifère initial, puis ensuite ça c'est le foraminifère final, après l'augmentation de la température, et donc on a un profil de diffusion en oxygène 18 qui a lieu uniquement parce que la température change, et donc le fractionnement entre l'eau et le carbonate change, et donc quand on augmente la température en gardant la même eau, eh ben, le delta O18 du foraminifère devrait décroître. Et quand ça décroît, ça indique une température plus élevée. Donc ça, c'est le principe de notre modèle. Et je vous disais, on a des paramètres importants qu'il a fallu qu'on définisse. Et là, on n'a pas voulu prendre de risques du tout. Et donc, on a pris des valeurs qui étaient dans la littérature et qui étaient aussi des valeurs acceptées pour tout le monde. Le point fondamental là-dedans, c'est de connaître le delta O18 de l'eau. Puisque si on a la température, puisque nous, c'est notre modèle, il faut connaître le delta O18 de l'eau, sinon on ne peut pas avoir accès au delta O18 de la calcite. Et le delta O18 de l'eau, il a varié au cours des temps géologiques, mais il y a un consensus aussi qui dit que la plupart des millions d'années qui se sont écoulées depuis le Crétacé, il n'y avait pas de Groenland, il n'y avait pas d'Antarctique, donc on était dans un monde qui n'avait pas de calotte glaciaire. À l'heure actuelle, on est dans un monde qui a des calottes glaciaires, et donc les calottes glaciaires, c'est surtout riche en oxygène 16, ce qui veut dire que finalement l'océan liquide, l'eau qui reste, elle est enrichie en oxygène 18. Donc aujourd'hui, on a une valeur pour le delta O18 de l'océan qui est de 0,
Mais en vrai, c'est une valeur un peu enrichie si on compare à un monde sans glaciation, donc sans calotte polaire. Et si on fait fondre toutes ces calottes polaires, finalement, on fait fondre surtout de l'oxygène 16 qui retourne dans l'eau. Et donc, on se retrouve avec un océan qui est un peu appauvri par rapport à l'océan actuel. Et ça, les calculs, et ça a été fait par différents auteurs qui ont estimé les volumes de l'Antarctique, les volumes du Groenland, de différents glaciers, et puis qui sont arrivés à des résultats. Alors, ça discute un peu, mais en gros, le delta O18 de l'océan, quand il n'y a pas de glaciation, quand il n'y a pas de calotte polaire, il est de l'ordre de -1 pour 1000. Et donc, c'est ça qu'on a choisi pour notre modèle. Ensuite, on avait besoin de contraindre le profil de température, donc l'histoire thermique de ces foraminifères. Et donc, on a repris les valeurs de la littérature à nouveau, c'est-à-dire qu'on a pris ce gradient de 50 degrés par kilomètre. On a pris les vraies profondeurs des vrais forams utilisés pour la compilation. Et puis, en appliquant ce gradient de 50 degrés par kilomètre, on a réussi à avoir un burial rate, c'est-à-dire un taux d'enfouissement lié à la température. Et donc, c'est cette courbe en rouge ici qu'on a appliquée à tous nos foraminifères. Et puis, surtout, on a besoin de connaître le coefficient de diffusion, qui est quelque chose de fondamental, puisque c'est ça qui va gouverner la distance sur laquelle les atomes vont diffuser. Et donc, de la distance vient l'impact sur la valeur bulk. Et ça, c'est compliqué, parce qu'en fait, les coefficients de diffusion de l'oxygène dans la calcite, ils sont très très mal connus. Il y a des valeurs qui considèrent de la diffusion au joint de grain qui nous donnent des valeurs de 127 kJ par mol à peu près. Et puis il y a d'autres auteurs qui donnent des valeurs beaucoup plus basses, de l'ordre de 70 kJ par mol, parce qu'ils se sont rendus compte que finalement les mesures qu'on fait au labo et les estimations de ces énergies d'activation, elles sont faites à très haute température, et quand on arrive à basse température, on a une rupture de pente, et en fait on a des énergies d'activation qui sont beaucoup plus faibles. Ce qui veut dire qu'il est beaucoup plus facile de diffuser à basse température qu'à haute température. Alors, nous, en fait, on n'avait pas d'a priori sur la question, donc on a pris une valeur moyenne, et puis on a essayé de voir si cette valeur moyenne, elle expliquait notre emplacement dans notre expérience, et c'était le cas. Donc en fait, on est parti avec cette valeur-là, c'est-à-dire 90 kJ par mol. Et puis ensuite, le paramètre le plus fondamental dans tout ça, en fait, c'est la taille du globule de carbonate. Et vous le voyez ici, si on part avec des petits globules et qu'on a de la diffusion sur une certaine distance, l'impact sur la valeur finale, sur la valeur bulk, sera beaucoup plus important que si on part avec des gros globules et qu'on a de la diffusion sur la même distance. Là, on a très peu d'impact sur la valeur finale, alors que là, on a un impact très important. Donc, c'est vraiment une question de taille, et pour ça, il faut qu'on ait accès à la taille des globules de carbonate dans les foraminifères. Et heureusement, il y a des données aussi, ça c'est Jean-Pierre Cuif qui a regardé énormément de biominéraux. Et vous avez ici 2 foraminifères benthiques différents. C'est la même échelle, c'est 1 mm, ils sont très différents. Quand on les regarde à l'échelle de la centaine de microns, donc ici c'est 200 microns, ici c'est 200 microns, ils sont très très différents. Mais si on les regarde à l'échelle de la centaine de nanomètres, on se rend compte qu'en fait c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est des tout petits globules de 50, 100 nanomètres qui sont, c'est pas très clair, qui sont entourés d'une couche d'organique, mais c'est pas très clair. Mais en tout cas, c'est des globules qui font une centaine de nanomètres, et donc c'est ça la taille qu'il faut prendre pour faire notre modèle. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais, on a fait un modèle. Et à nouveau, on a considéré pour ce modèle que la température de l'océan n'avait pas changé du tout, c'est-à-dire que pour l'océan profond, on est parti avec 3,5 degrés, c'est-à-dire exactement la température actuelle. Puis on a regardé ce que devenaient nos foraminifères au bout de 10, 20, 30, 50, jusqu'à 100 millions d'années. Et ça, c'est le résultat. Donc vous avez en gris ici la compilation de Friedrich et de Zachos. Donc ça, c'est la valeur du delta O18 des foraminifères benthiques en fonction de leur âge. Et puis vous avez ici cette courbe qui est le résultat de notre modèle. Il faut bien voir que chaque point de cette courbe, c'est exactement similaire à chaque point de cette compilation derrière. C'est-à-dire que le point ici, c'est un foraminifère qui a passé 20 millions d'années à s'enfouir tranquillement jusqu'à une profondeur de l'ordre de 300-400 mètres de profondeur, et donc à des températures de l'ordre de 20 degrés, et qui a donc subi un échange isotopique par diffusion avec l'eau porale environnante. Et tout ça, c'est en considérant un océan à 3,5 degrés tout du long. Et donc ici, vous avez la même chose, un foraminifère ici sur cette courbe qui a passé 100 millions d'années dans un sédiment à s'enfouir tranquillement jusqu'à une profondeur de 500 mètres, donc 25 degrés à peu près, et puis qui a échangé donc partiellement, et donc qui s'est rééquilibré. Et finalement, si on compare ces deux courbes, on a la même chose en fait. On a à peu près réussi avec cette courbe à expliquer toute la tendance globale qui était donnée par les delta O18 des foraminifères benthiques. Ce que ça veut dire, c'est que
Finalement, au lieu d'interpréter cette courbe comme un réchauffement de l'océan, ou plutôt un refroidissement depuis 100 millions d'années, depuis des températures de 20 degrés à peu près à des températures actuelles, on peut considérer qu'en fait l'océan, majoritairement, n'a pas changé de température et que cette tendance, c'est juste lié à la diagénèse, c'est juste lié à l'enfouissement et donc à un rééquilibrage isotopique par diffusion. Alors on a fait le même jeu, en partant avec différentes températures, histoire de simuler ce qui se passait pour l'océan de surface. Et donc en partant avec des foraminifères qui auraient grandi à moins 2 degrés, qui auraient grandi à 2, qui auraient grandi à 7, jusqu'à 27 degrés et demi. Et donc en fait, si on prend toutes ces valeurs, c'est la distribution latitudinale des températures à l'heure actuelle. Et donc par exemple, un foraminifère qui a grandi à 2 degrés, si on considère uniquement de la diffusion au cours de l'enfouissement en profondeur du sédiment, au lieu d'indiquer 2 degrés, il va finalement indiquer 15 degrés au bout de 100 millions d'années, alors que son enregistrement initial, c'était 2 degrés. Ça, c'est vraiment uniquement lié à la diffusion. Et si on compare, par exemple, si on prend ces intersects ici à 45 millions d'années et qu'on trace la distribution en latitude à 45 millions d'années, on obtient cette courbe rouge qui colle finalement très très bien avec les valeurs mesurées pour les foraminifères planctoniques d'il y a 45 millions d'années. Même chose, si on prend ici l'intersect à 100 millions d'années, on va construire cette courbe marron, et donc on va coller très très bien aussi avec les données. Ce que ça veut dire, ça, finalement, c'est que, à nouveau, ce réchauffement, en tout cas ces valeurs élevées en température pour les océans de surface aux hautes latitudes, qui sont estimées à partir des données il y a 45 et 100 millions d'années, c'est peut-être uniquement un signal de diagénèse, c'est-à-dire un signal d'altération qui a eu lieu au cours de l'enfouissement des sédiments en profondeur. Donc voilà, donc ça, en fait, c'est la conclusion de notre article, et c'est en ce sens que c'est un peu polémique. Ce qu'on dit, c'est que en fait, la rééquilibration qui a lieu au cours de l'enfouissement, la rééquilibration du signal isotopique, peut être responsable d'à peu près tout, ou en tout cas d'une grande partie du signal qu'on mesure en delta O18. Et donc, en fait, à nouveau, plutôt que de considérer que l'océan profond a perdu une vingtaine de degrés ces 100 derniers millions d'années, on peut considérer qu'en fait l'océan n'a pas bougé du tout en température ces 100 derniers millions d'années. En tout cas, pour le moment, on en est là. Alors l'idée, c'est qu'à nouveau, on explique la tendance, mais on n'explique absolument pas toutes ces variations qui peuvent être du signal, certes, qui peuvent être aussi juste liées à des environnements locaux un peu différents, parce qu'en fait, cette compilation, on ne l'a pas partout dans le monde. On a certaines zones dans le monde qui nous donnent ces infos-là, certaines zones qui nous donnent celles-là. On n'a pas une couverture sédimentaire complète pour toutes les zones du monde. Et donc, c'est peut-être juste une histoire de gradient thermique, finalement. Et donc, on a essayé de jouer avec le gradient thermique. Et si on joue dans notre modèle avec le gradient thermique, finalement, on peut aussi expliquer cette variabilité autour de cette tendance moyenne. Et on voit que si dans certaines zones, on a un gradient thermique qui est plus faible, on va évidemment moins impacter la signature isotopique et donc moins rééquilibrer. Si on a un gradient thermique qui est plus fort, on va arriver à des 30 degrés et pas 25, et donc avoir une rééquilibration qui est plus importante. Et donc peut-être qu'en fait, ce signal, c'est rien d'autre qu'une histoire sédimentaire locale, et en gros, il faudrait pour chaque point là, aller regarder, vraiment contraindre son histoire sédimentaire pour essayer de défaire, pour essayer de déconstruire, pour essayer de corriger de ce rééquilibrage isotopique. Alors, je vous disais aussi, on a des problèmes avec l'énergie d'activation, c'est-à-dire qu'en fait, on ne la connaît pas vraiment, d'autant plus qu'elle a surtout été calculée, estimée pour des calcites purs et pas du tout pour des calcites biogéniques de foraminifères pleines de défauts. Et donc on a essayé de voir aussi l'impact que pouvait avoir l'énergie d'activation. Et de la même façon, en fait, on peut expliquer une certaine variabilité dans le signal, juste parce qu'on peut avoir des énergies d'activation un peu différentes. Et ça peut être simplement lié à la recristallisation plus ou moins partielle de certains des forams qui va de fait changer l'énergie d'activation apparente. Bref, l'idée c'est que à la fin, dans toutes les données qu'on a sur le delta O18 des foraminifères, on n'a rien qui nous indique que la température de l'océan a significativement changé depuis ces 100 millions d'années. Voilà. On n'a en tout cas rien qu'on ne peut pas expliquer autrement que par un changement de température. Ce que ça veut dire donc, c'est que cette vision-là, elle est plutôt fausse, et en fait c'est plutôt rassurant, parce que imaginez qu'il faisait 20 degrés au pôle Nord il y a 100 millions d'années, et 20 degrés en fait partout, c'est-à-dire aussi à l'équateur et aussi dans l'océan profond. C'est quelque chose que j'arrive pas à faire, j'arrive pas à imaginer un océan avec la même température absolument partout. Alors, juste pour conclure,
On est revenu ensuite et on a regardé ce qu'avait fait Harold Urey suite à son article en 1948 et puis ses calibrations. Et en fait, en 1951, il s'est posé la question déjà est-ce que le signal, est-ce que le delta O18 des foraminifères pouvait être préservé ou pas. Et ça, c'était vraiment fondamental. Et bon, bah, c'est pas n'importe qui, donc évidemment, il s'est posé la question. Et donc, il dit que bon, les coquilles ont beau être compactes, en fait, quand on les regarde au microscope, c'est plutôt des petits cristaux. Et que donc, bah, c'est pas la taille globale des foraminifères qui compte, mais c'est vraiment la taille des particules. Alors, on aurait dû le lire avant, parce qu'en fait, on a mis 2 ans à se rendre compte de ça, alors qu'il l'avait déjà dit il y a 70 ans, mais bref. Et donc, il a fait son calcul, et en fait, il a estimé, avec une méthode complètement différente de la nôtre, qu'à 20 degrés, en 700 millions d'années, on devait préserver à peu près 96%, un peu plus, du signal. Et donc, en gros, pour ce qui nous intéressait, c'est-à-dire les 100 derniers millions d'années, il n'y avait pas de problème. On préservait quasiment le signal. Il n'y avait pas de problème à cause de la diffusion parce que tout était préservé. Sauf qu'en fait, il a fait l'hypothèse qu'il avait des cristaux de 1 mm. Et toute l'erreur a été là, c'est-à-dire que, rappelez-vous, les cristaux, en fait, les tailles de grains dans les biocalcites des foraminifères, c'est plutôt de l'ordre de 100 nanomètres. Et si on met 100 nanomètres dans son modèle à lui, et ben en fait, on arrive à montrer exactement ce qu'on montre, c'est-à-dire qu'on perd complètement le signal et qu'à la fin, en fait, on finit au bout de 100 millions d'années par être dominé par le signal de température qui vient du sédiment. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Allô, allô, oui, ça marche. Bon, j'ai adoré ton exposé, c'était super. Mais C'est très bien vendu. Et alors, j'ai tout un tas de questions. Mais alors, par contre, laquelle est la plus importante? Alors, j'en avais sur le gradient géothermique, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'il est de 50 degrés par kilomètre dans, je sais pas, 100 millions d'années ou... Est-ce que c'est l'ouverture de l'Atlantique? Est-ce que... Alors ça, c'est pas que mesuré dans l'Atlantique, hein, dans leur papier, ils ont été partout. Et ils varient, hein, c'est pas 50 degrés par kilomètre partout, il y a des gradients un peu plus faibles, il y a des gradients un peu plus élevés, mais en moyenne, c'est 50 degrés par kilomètre dans tous les sédiments du monde. Alors ça, qu'est-ce qui fait que c'est 50 degrés par kilomètre? C'est élevé, hein. Et effectivement, je pense que c'est lié au fait qu'on a une croûte un peu chaude qui est juste en dessous. Et à la fin, 50 degrés par kilomètre, c'est pas si élevé que ça quand on réfléchit bien, c'est-à-dire qu'à 500 mètres, on est à 25 degrés. 25 degrés, quand on est juste au-dessus d'une croûte qui était à 1000 et quelques, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est pas si dingue. Voilà, mais de toute façon, ça c'est des mesures, hein, c'est pas du tout une estimation qu'on a fait, c'est des mesures faites par ces gens-là, partout dans le monde. Et ça, c'est la distribution, et on voit que 50 degrés par kilomètre, c'est le truc le plus fréquent partout. J'ai une autre question importante, que je trouve importante. La quantité d'eau que tu as dans ta roche, dans les modèles, tu dis que ton delta 18O il est tamponné ou parce que pour que ça s'équilibre, ça veut dire que ton sédiment il est mouillé tout le temps et... Ouais. Alors ce qu'on considère nous, c'est qu'en fait l'eau dans le sédiment, elle ne change pas. Ça c'est quelque chose qui se démontre, c'est-à-dire qu'on a aussi, quand on prend les legs ODP, IODP, etc., il y a aussi des profils de delta O18 de l'eau, du sédiment. Et on voit qu'en fait, en profondeur, il est à peu près toujours en équilibre avec l'océan. C'est-à-dire que en fait, l'eau du sédiment communique avec l'océan. Et donc, en gros, on considère qu'on a une eau infinie. C'est-à-dire que quand on rééquilibre, le delta O18 de l'eau ne change pas. Après, si on a essayé de le faire changer, en fait, il change très très peu. Et à nouveau, on diffuse sur des toutes petites distances. On diffuse sur des 10-20 nanomètres. C'est juste que compte tenu de la taille, à la fin, ça fait un impact sur le bulk qui est assez dingue. Si on considère qu'on fait changer le delta O18 de l'eau, en fait, on a la même valeur à très peu de choses près, et juste le delta O18 de l'eau change un tout petit peu. On a encore plein d'eau, hein, à 400-500 mètres, on a une compaction qui commence seulement, et au bout d'un moment, on n'a plus... Au bout d'un moment, en fait, voilà, ça c'est typiquement... Ça, c'est des valeurs vraies, hein, toutes les petites
crois ici, hein, c'est des valeurs mesurées qui viennent des rapports des campagnes EDP et IODP, donc la profondeur des sédiments en fonction de leur âge, à peu près partout dans le monde. Et on voit que c'est en fait à partir de 300-400 mètres de profondeur qu'on commence vraiment à compacter, à avoir un tassement. Et donc ici, on peut commencer à perdre un peu d'eau. Mais avant ça, on a de l'eau, on a énormément d'eau. Pas de problème d'eau. Okay. Alors j'ai une dernière question sur le... Qu'est-ce que j'avais... J'ai oublié ce que je voulais te dire. Non, j'avais un autre truc, mais je crois que je ne l'ai pas noté en fait. S'il y a d'autres questions, allez-y le temps que je réfléchisse, parce que j'en avais une autre. Ah oui, si, une note optimiste en fait. Enfin, et je me demandais, juste parce que tu as ta tendance globale dans le temps, donc que tu peux modéliser avec l'enfouissement. Est-ce que les excursions, finalement les écarts à cette courbe globale, ça peut pas être des variations climatiques ou Alors, pas? Si, en fait, ça peut. Je pense qu'il y a du signal là-dedans, malgré tout. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a rien du tout, et le PETM, et enfin, toutes ces excursions ici, ça peut être quelque chose. Je ne le nie pas, parce que vraiment, je discute uniquement de la tendance globale. Après, en fait, si on arrivait à vraiment connaître cette tendance, ou en fait, alors, je vais le dire autrement, si on arrivait à corriger cette diffusion et ce rééquilibrage au cours de l'enfouissement pour chacun des points, je pense qu'on aura encore du signal. Et quand je dis si on arrive à corriger, c'est-à-dire en prenant en compte ce que je disais ensuite, c'est-à-dire le vrai gradient localement pour chacun des points, la vraie énergie d'activation, le vrai delta O18 de l'océan, parce que quelque part, ce qu'on dit jamais, mais qui est quand même quelque chose de fondamental, c'est que le delta O18 à l'heure actuelle de l'eau, de surface, il n'est pas constant. On a un delta O18 qui varie un peu, et là, dans notre modèle, et dans les reconstructions paléoclimatiques, d'ailleurs, c'est la même chose, hein, on considère un delta O18 constant, ce qui n'a pas vraiment de sens. Et donc, il faudrait aussi contrôler, contraindre le delta O18 de l'eau à chaque endroit pour corriger chacun des points de cette compilation. Alors, c'est un travail monstrueux, mais à la fin, si on arrive à faire ça, ben, on devrait avoir le vrai signal quelque part. Il doit être quelque part. Et donc, en fait, c'est pas forcément ces variations-là qu'on va observer, parce que je ne sais pas dans quel sens ça ira suivant les endroits et les autres, mais je pense qu'il y a quand même du signal dans ces données. C'est juste que la façon dont elles sont interprétées à l'heure actuelle, pour moi, hein, en tout cas, c'est pas la bonne. Oui, donc merci pour cet exposé particulièrement clair et pédagogique. J'ai vraiment beaucoup apprécié, parce que n'étant pas du tout du domaine, je pense que j'ai pu suivre. Par contre, voilà, n'étant pas spécialiste du tout, j'ai une question par rapport à des graphes qui sont revenus souvent, où les delta O18 étaient traduits en termes de température, et j'ai noté qu'il y avait deux échelles, une échelle moderne et une échelle au tertiaire. Est-ce qu'on pourrait revenir dessus ? Pour remonter à la température, quand on a le delta O18 de la calcite, on peut remonter à la température directement si on connaît le delta O18 de l'eau. Et donc dans certains graphes, ils mettent deux échelles. Je vais vous montrer ça. Voilà, par exemple ici. Parce qu'en fait, ça, c'est des températures modernes où on considère qu'on a une eau avec un delta O18 de 0. Et puis ça, c'est l'échelle pour le tertiaire, c'est-à-dire pour en fait plus vieux que 2 millions d'années, où on considère qu'on n'avait pas de Groenland, pas d'Antarctique, c'est même plus vieux que 10, et où donc on avait un delta O18 de l'eau qui était de moins 1. Ah oui, ce fameux delta O18 quand il n'y a pas de glace à la surface. Voilà, et donc ça, quand on change le delta O18 de l'eau, ça change la température pour une même valeur de delta O18 du carbonate, évidemment. Hein. Si on a un carbonate qui est à 0 et qu'on a une eau à 0, on va avoir une température de 10 degrés, mais si on a une eau qui est à moins 1 et qu'on a un carbonate à 0, on va avoir une eau qui est à une température différente. Et donc, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément dit, mais nous... Là, on considère un delta O18 de moins 1. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'explique pas vraiment ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette transition depuis il y a 5-6 millions d'années à peu près jusqu'à maintenant, c'est ce qui est mesuré, en tout cas comme ça que c'est interprété, c'est que les delta O18 diminuent parce que les delta O18 augmentent parce que le delta O18 de l'eau diminue. Et ça, c'est lié à la formation du Groenland et de l'Antarctique. Nous, en fait, on s'attaque à expliquer ce qui se passe pour les 100 derniers millions d'années. Et on voit bien que de toute façon, la diffusion sur les 10 derniers millions d'années, elle est négligeable, il ne se passe rien. Et donc en fait, on n'a pas fait l'effort de faire varier le delta O18 de l'eau.
Et on a considéré qu'ils étaient toujours dans la même eau. Merci, et ça répond aussi à ma deuxième question, justement, sur la partie la plus récente. Merci. Merci. Alors, j'avais une petite question en termes de mécanisme. Donc, effectivement, ce qui est important, c'est la taille de grain de la calcite. Et tu nous parles beaucoup d'énergie d'activation, mais en valeur absolue de coefficient de diffusion, du coup, ça correspond à quelle échelle spatiale, enfin, à quelle dimension caractéristique? Et par conséquent, est-ce que tu peux complètement exclure un mécanisme simplement d'échange, dissolution, recristallisation à la surface de tes grains? Alors, on en est exactement là, hein, dans le questionnement. Nos grains, là, ils font une centaine de nanomètres. La diffusion, dans le modèle qu'on fait, à la fin, elle a lieu sur une vingtaine de nanomètres. Donc une vingtaine de nanomètres tout autour des grains, c'est un modèle sphérique. Ça impacte d'autant, enfin c'est ce qu'on montre, le delta O18 des forames. L'idée, c'est qu'en fait, si on considère un processus de dissolution-précipitation, il faut déjà qu'il soit pseudomorphique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une dissolution-précipitation qui n'altère pas la morphologie à la fin du foraminifère. Hein. Ça, c'est des processus qui ont des énergies d'activation qui sont très très faibles, c'est-à-dire qu'en fait, ça a lieu très très vite. Et en fait, quand on essaye d'expliquer notre manip avec un processus de dissolution-précipitation, la manip qu'on a faite, hein, où on remplace 15% du volume à peu près, bah, on n'y arrive pas parce qu'en fait, avec les énergies d'activation de la dissolution-précipitation pseudomorphique aux interfaces, on arrive à en fait, un remplacement qui aurait dû être de 50%, 60%, voire davantage. Et de la même façon, quand on essaye de regarder ce qui se passe au cours de l'enregistrement géologique à 20 degrés avec les énergies d'activation typiques, en fait, on rééquilibre entièrement notre foraminifère en, je ne sais plus combien on avait estimé, 100 000 ans ou quelque chose comme ça. Après, rien ne dit qu'on n'a pas en fait un mélange des deux processus. L'idée, c'est que, à nouveau, l'important à la fin, c'est qu'on ait l'ultrastructure qui soit préservée. C'est ça, enfin, c'est comme ça que les foraminifères sont sélectionnés, en tout cas maintenant, pour être mesurés. Et le problème de la dissolution en précipitation pseudomorphique, c'est qu'en fait, on y arrive un temps, et puis après, en fait, on perd les ultrastructures. Et, enfin, c'est vraiment des processus qui vont beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'on a des énergies qui sont de l'ordre de 40 kJ par mol pour la dissolution précipitation de carbonate. C'est rapide. C'est très rapide. Trop. Bonjour Sylvain, merci pour ton exposé, effectivement, qui était très clair, et cet aspect, ce retour à l'histoire est très passionnant à chaque fois aussi. Je pense que tu vas me voir venir. And what for le précambrien? Okay, on remonte à des delta 18 ou de -8, on n'a pas de foraminifères, tu l'as très bien montré, les foraminifères, au final, ce pas des bons candidats, parce que c'est des tout petits organismes qui sont bourrés de foramen, donc très proies au solid state reordering. Mais au précambrien et l'archéen, est-ce que tu penses qu'on peut aussi, du coup, il faudrait augmenter les températures, si je comprends bien, il faudrait changer le delta 18 du fluide? Alors, à nouveau, là, ce qu'on dit et ce qu'on montre, c'est que quand on a des petits grains, on a un gros problème. Maintenant, on n'est pas en train de dire que le delta O18 d'une calcite qui ferait 1 cm, lui, va être impacté par ce processus de diffusion significativement, et même sur des temps très longs quand on n'a pas des températures très élevées. À nouveau, l'idée, là, c'est une histoire de taille, quelque part. En fait, on a une diffusion de l'ordre de quelques dizaines de nanos sur quelque chose qui fait quelques dizaines de nanos, donc c'est très important. Si on a une diffusion de quelques dizaines de nanos sur des cristaux qui font 2 cm, on a moins ce problème. Et donc, en fait, je ne sais pas, ça dépend de la taille de ce qu'on regarde, ça dépend de l'histoire sédimentaire de ce qu'on regarde, ça dépend des températures subies aussi, parce que là, on monte à des 20-25 degrés, donc pour des gros cristaux, il y a peu d'impact. Mais si on monte à des 400-500 degrés pendant le métamorphisme, on va avoir un rééquilibrage de toute façon qui sera beaucoup plus intense. Donc ça dépend, en fait. Voilà, c'est ma réponse. Bonjour. Sans être spécialiste, je reviens un petit peu sur les variations du delta O18, pas la tendance générale, mais des variations plus infimes, plus rapides, ouais, qu'on retrouve quand même dans différentes parties du globe, ouais. Et qu'on ne retrouve pas que sur les foraminifères, mais aussi grâce à d'autres marqueurs de paléotempérature
ou de paléoclimat. Donc comment expliquer un biais unique inhérent à tous ces enregistrements ? Et pour certaines extinctions. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je suis pas en train de dire que là, il n'y a pas de signal. Hein. Je suis en train de dire juste que ce signal-là, qui est sharp, qui est haute fréquence, qui montre qu'il y a un phénomène, quelque chose qui s'est produit, j'ai pas dit qu'il n'existait pas. Par contre, je pense que la valeur absolue de la température correspondante n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'en fait, ce phénomène, probablement, on ne sait pas en fait où il est exactement. Mais bon, il est daté, il existe, il y a un signal. C'est juste qu'en fait, la valeur absolue n'est pas bonne, parce que la valeur absolue, elle est impactée par cette tendance qui est liée à la diagénèse. C'est comme ça qu'on l'interprète. Après, bon, si je reprends... Voilà, si je reprends ça, le PETM ici ou le mid-Eocène climatique optimum, là, ça c'est des choses effectivement qui sont vues avec d'autres proxys, d'autres indicateurs, et donc il y a eu des événements. Par contre, les autres proxys, il n'y en a aucun de toute façon qui donne la même température que le delta O18. Et en fait, il y a très peu de proxys qui sont d'accord sur les températures absolues. Et donc, à nouveau, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais par contre, la température absolue estimée à partir de ces données, je pense qu'elle est biaisée. Et elle est biaisée par la diagénèse qu'on n'arrive pas, qu'on n'a pour le moment pas encore corrigée. Voilà. Alors, voilà, donc on m'a dit que j'avais pas beaucoup de temps, donc voilà. Moi, j'ai 10 questions, donc je suis très embêté. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler plus tout à l'heure. Ouais. Alors donc j'essaie de choisir, mais en gros, il y a quand même j'ai un tout petit problème conceptuel sur le fait que tes températures de diagénèse sont si basses par rapport à la géole, quoi. 30 degrés, on est finalement, est-ce que tu n'es pas en train de comparer un modèle traditionnel où tu as des océans, au fond de l'océan crétacé, disons 15 degrés, peut-être 15 degrés de plus qu'à l'heure actuelle, 10, j'en sais rien, et où on n'a pas de diagénèse, et puis un modèle où il y aurait des océans avec température moderne, et puis de la diagénèse, mais à 30 degrés. Comment on va pouvoir distinguer entre ces deux hypothèses si finalement le point final c'est le même? Si la diffusion est très rapide, tu vas arriver à des carbonates équilibrés avec une eau à 25, 30 degrés, ça dépend de la profondeur. Donc conceptuellement, est-ce qu'on peut vraiment distinguer entre ces deux hypothèses avec ce type de modèle? Et je te poserai mes 9 autres questions plus tard, j'espère. Je comprends ce que tu veux dire. L'idée c'est que effectivement, mais c'est un peu ce que je disais quand je parlais de recristallisation. Alors, je sais pas où j'en parlais. Quand je parlais de recristallisation comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, si cette recristallisation elle a lieu au tout début, c'est-à-dire à l'interface au sédiment pour un foraminifère benthique qui de toute façon a vécu là, en final, ça enregistre le même signal. Et donc effectivement, un foraminifère benthique, s'il vit à 25 degrés et qui ensuite se retrouve dans un sédiment à 25 degrés, bon bah en fait, il ne va pas être impacté. Ça, je suis d'accord. Malgré tout, on a cet enfouissement et on a ces valeurs de température. Et celles-là, on ne peut pas les enlever. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même dans des sédiments qui, à l'heure actuelle, font cette température-là à cette profondeur-là. Et donc, en fait, ces sédiments-là, si on avait 25 degrés pour le foraminifère au fond des océans, je ne vois pas comment on aurait pu diminuer la température pour aller dans le sédiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai aucun moyen effectif, effectivement, de préciser que la température qu'on mesure, c'est la température du sédiment, sauf qu'en fait, malgré tout, on a des températures qui sont intermédiaires et qu'on ne peut pas expliquer autrement. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est clair? C'est pas clair? C'est pas clair. On en discutera. Ouais. Merci.